Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault et Joseph Massescaron, nous étions hors antenne en train de nous féliciter de... de la franchise, Victor, de d'Agnès Evren. Oui, c'est rare quand même chez les responsables C'est une parole politiques. très rare chez LR, oui. Ouais. Et chez les responsables politiques en général. Politique, oui. Non, mais elle a toujours eu cette parole d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Raffarin, qui était ce matin l'invité de nos confrères de Radio Classique, et il parlait de François Bayrou, qu'il connaît bien sûr depuis longtemps. Je connaissais sa détermination depuis une bonne trentaine d'années. Je l'ai vu très actif et notamment ambitieux quant à la volonté d'être à l'exécutif en action. Mais j'ai trouvé en effet le rapport de force avec le président un peu bizarre pour la Ve République. Mais enfin, quand on veut quelque chose, il faut y mettre les moyens. Alors, Joseph, ça c'est un exercice pour vous qui savez lire entre les lignes des responsables politiques. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Jean-Pierre Raffarin, il dit Il a tordu le bras. Il a tordu le bras à Macron, il a su le faire, et surtout, il voulait être calife à la place du calife depuis quelque temps déjà, puisqu'on l'annonçait depuis 2017 au poste de Premier ministre. Alors écoutez, moi je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas encore dit, moi je connais François Bayrou très très bien depuis 1979. Ça remonte à quelques petites années. Ça demande à quelques petites années. Donc il a toujours eu une certaine idée, non pas de lui-même, mais de son destin. Donc on trompe les gens quand on dit qu'il est très content de lui, comme on dit. Non. J'ai bien pris, le français est une langue précise, j'ai pas dit une autre idée de lui-même et une autre idée de son destin. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et bien sûr ça fait longtemps qu'il souhaite avoir une place importante au sein de l'exécutif, peut-être même la première, et toujours avec le même souci chez lui, qui n'a jamais varié, parce que je sais bien, on va parler de traîtrise, de ceci, de cela, d'appareil et autres, mais en tout cas sur les idées, moi j'ai toujours connu depuis 1979 un François Bayrou qui était de centre droit, toujours, car pour moi il n'a jamais été de gauche ou centre-gauche. Et il appelle à voter Hollande contre Sarkozy. Oui, mais vous savez, Jacques Chirac a fait voter François Mitterrand. Oui, je vous le rappelle. En 80. d'abord. En 80. Donc n'ayons pas la mémoire courte. Oui, n'ayons pas simplement dans un sens. Voilà. Non, mais Catherine serait là, elle pourrait le rappeler. Voilà. Oui, mais enfin ça c'est ce qu'on appelle une diversion, Joseph. Ah non, c'est pas une diversion. Vous me dites c'est pas une diversion. Vous me dites moi je vous dis B. Non, c'est pas une diversion. Voilà. C'est pas parce qu'un tel a fait de la même façon. Je vous rappelle la phrase célèbre. On sera pas d'accord. Je vous rappelle la phrase célèbre d'Edgar Faure. Ce n'est pas la girouette qui change de sens. Oui, c'est le vent. Voilà. Peu importe. C'est pas parce que Jacques Chirac a appelé. Bon, là on parle de François Bayrou. Oui, de François Bayrou. Oui, il a appelé, mais il a toujours été, politiquement, toujours été quelqu'un de centre droit. Il n'a jamais été quelqu'un de gauche, François Bayrou. Vraiment, franchement, jamais. Ni dans ses idées. Il a quand même appelé à voter François Hollande, voilà. Et puis il s'est abstenu. Vous savez, il y a des gens de droite. Voté blanc. Il y a beaucoup de gens de droite qui ont appelé aussi à voter François Hollande. Pardonnez-moi. Encore une fois, on parle de François Bayrou. Victor Hérault, sur François Bayrou. Concernant le bras de fer supposé avec Emmanuel Macron, j'ai été très interloqué par la thèse de Roselyne Bachelot, qui elle n'y croit pas du tout. Et elle dit que tout ça c'est un récit, que c'est une des plus grandes mascarades de la Ve République, et qu'en réalité, exactement, que ce serait un très malin storytelling, que tous les journalistes, toute la presse auraient plongé à deux pieds dedans, et qu'en réalité Emmanuel Macron se serait, avec François Bayrou, entendu à faire fuiter cette version-là pour dire en réalité je suis le président de la République vaincu, et tu es le Premier ministre qui a pris le devant pour satisfaire un certain nombre de Français qui se diraient tiens voilà enfin un Premier ministre qui arrive. Quel intérêt pour Emmanuel Macron ? Ce serait de peut-être donner confiance. L'intérêt d'Emmanuel Macron n'est surtout pas que François Bayrou tombe. Et alors je ne dis pas que c'est vrai tout ça, c'est la thèse de Roselyne Bachelot, mais je la trouve intéressante parce que l'intérêt d'Emmanuel Macron n'étant pas que François Bayrou tombe, et François Bayrou, serait grandi, et d'ailleurs il l'a été, on l'a répété à longueur de journée, il est grandi du fait d'avoir réussi, si j'utilisais une formule un petit peu disgracieuse, à fermer son clapet à Emmanuel Macron en lui disant écoute maintenant c'est moi qui gère. C'est une thèse que je trouve intéressante. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse de Roselyne Bachelot, d'ailleurs, comme je ne crois pas généralement aux thèses de Madame Roselyne Bachelot. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Mais écoutez, soyons sérieux. J'ai vu dans votre regard également. Je suis sûr. Moi, je le vois bien au chansonnier au Théâtre des Deux Ânes. Enfin, à part ça, excusez-moi, pardonnez-moi. Non, je ne crois pas du tout aux thèses. La réalité, elle est très, très prosaïque. C'est que, là aussi, d'avoir de la mémoire, mais sans François Bayrou, Emmanuel Macron n'est pas.
Ça, c'est tout à fait. C'est peut-être le seul homme politique qui peut dire ça. J'ai le souvenir, mais très 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 précis, de la conférence de presse de François Bayrou où il déclare soutenir Emmanuel Macron. D'accord. À l'époque, les sondeurs mesuraient l'impact de François Bayrou, sa candidature à 8% des suffrages. Et dès qu'il a pris position pour Emmanuel Macron, il y a eu des sondages qui ont été faits 3 jours après, et il y avait Emmanuel Macron bondissait dans les sondages de exactement 8%. Donc je disais, ayons un tout petit peu de mémoire en politique. François Bayrou a fait Emmanuel Macron. Il a fait Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'a pas fait. Ça va mieux en le disant. Pardon, Michel Barnier n'a pas fait Emmanuel Macron. Non. Non. Pas du tout. Il n'a pas fait non plus Jacques Chirac. Non, pas du tout. Dans le prolongement de ce que disait Agnès Evren sur le fait qu'il faut rassembler les forces et non pas les personnes, écoutez Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, invité ce matin de France Info. Il faut toujours que des forces politiques soient d'abord des forces politiques et pas uniquement des personnes. Les débauchages individuels, les ralliements, ça donne des signaux, mais ça donne pas une force. Et là, je crois que dans ce moment, on a besoin d'un grand rassemblement de forces. Et qu'en dehors de ce rassemblement de forces, les questions de personnes n'ont pas grande importance. Ça, c'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on le dit. Qu'il faudrait qu'on ait des forces unies et cohérentes. Malheureusement, Victor Hérault, ce que l'on constate, c'est qu'au sein même d'un parti, là on vient de voir avec les LR, tout le monde n'est pas de la même obédience. Chez LFI, vous pouvez trouver des divergences, même si il y a un tronc commun qui est quand même assez uni. Chez les socialistes, c'est pareil. Ça dépend si vous interrogez les anciens ou les nouveaux. Et si je puis me permettre sur les socialistes, parce que ce qui est important, c'est le Congrès. Mais bien sûr. Le Congrès qui approche. Mais bien sûr. Donc évidemment, il y a la position d'Olivier Faure. Il n'a pas entendu raison à un moment donné comme ça. C'est juste parce qu'il y a un Congrès où il risque d'être en difficulté. Si vous voulez prolonger sur ce sujet, on peut aussi rajouter que chez les agriculteurs aussi, il y a des élections qui arrivent et forcément, c'est pour ça que les syndicats ne sont pas exactement sur la même ligne. Pardon, Victor Hérault. Au risque de vous surprendre, je vais prendre le contre-pied. Je crois qu'il n'est pas plus mal que les partis se fragilisent entre gros guillemets parce qu'il y a des dissensions internes. Si vous voulez, là on arrive dans une crise quasiment de régime, une crise d'un point de vue constitutionnel, et le général de Gaulle, faisant sa constitution, dit que sa constitution est un confessionnal et que si l'on a créé des confessionnals, c'est pour éloigner le diable. Et en parlant du diable, il parle des partis. Il dit le problème, c'est que si jamais le diable est dans le confessionnal, la constitution ne sert plus à rien. Ce qu'il veut dire, c'est que les partis peuvent enrayer complètement l'esprit de sa constitution. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se produire lorsqu'on De Gaulle a créé un parti. Lorsqu'on dit il redoutait le retour des partis de cette guerre. Alors, je ne vais pas énumérer les contradictions du général de Gaulle, mais en tous les cas, c'est cet esprit-là. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit le Parti socialiste discutant ou faisant alliance pour une élection avec le nouveau front, via le nouveau Front populaire avec la France insoumise, se trouve maintenant contaminé par la France insoumise. Les Républicains, s'ils venaient à signer un texte avec le Rassemblement national, se trouveraient également contaminés par le Rassemblement national. C'est cette logique-là, si vous voulez, qui enraye complètement la logique dans laquelle nous devons rentrer, qui est une logique de parlementarisme, qui est une logique de discussion, texte par texte, comme on l'entend à répétition en ce moment. Mais si l'on commence à considérer que non, il faut que chacun s'enferme dans son parti et qu'il y ait une pensée unique dans chaque parti, une simple ligne de route dans chaque parti, et qu'il est impossible de tendre la main vers le parti d'à côté, tout est enrayé. Je vais être en même temps d'accord avec vous et pas d'accord avec vous. D'accord avec vous. C'est le en même temps. Macronien, une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire que oui, en effet, le danger, c'est que les partis, vous l'avez dit, les partis s'enferment. Mais le problème fondamental en France, c'est qu'il n'y a pas de vie partisane. La réalité. Il n'y a pas de vie partisane. Parce que s'il y avait une vie partisane, comme il y a en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans tous les autres pays européens, je pense que nous n'en serions pas là. Je prends juste 2 exemples. C'est-à-dire, le LFI, par exemple. LFI, ce n'est pas un parti politique. Vous le savez mieux que moi. C'est un consortium. Non, mais c'est un dépôt, c'est un nom qui a été déposé, d'accord, qui est totalement verrouillé. Je crois même d'ailleurs que même le NPA est plus démocratique dans son fonctionnement de congrès que ne l'est LFI, ce qui est quand même totalement fou. Renaissance, on a vu le congrès de Renaissance avec un seul candidat. Alors que je rappelle quand même que le Rassemblement national... Il a eu quoi, 94%? On se demande ce que font les 6. Alors que je rappelle quand même que le Rassemblement national, qui est souvent pointé, il y a eu un congrès. Il y avait 2 candidats. Il y avait Louis Alliot et M. Bardella. Voilà. Donc, simplement, moi, mon problème, je pense que la France gagnerait en ayant une vie démocratique partisane.